Vous êtes des millions de Maliens de la diaspora à nous suivre à travers le monde. En tout cas, merci et bienvenue à ce numéro de Diaspora Info qui va nous amener à faire un zoom sur un jeune Malien qui, après avoir passé plusieurs années au Canada, a décidé de venir investir au Mali, plus précisément dans le secteur des transports. Aussi, nous ferons revivre le temps fort de la cérémonie de mise en place du Bureau fédéral du Conseil supérieur de la diaspora malienne qui a eu lieu ce 3 août 2019 à Washington, D.C. Et comme à l'accoutumée, nous recevrons en fin d'émission une invitée qui est la promotrice d'un restaurant réputé de Montreuil en France. Avec elle, il sera question des nouvelles des Maliens de la diaspora vivant en France. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Soucieux de prendre toute sa part dans le chantier du renouvellement du parc automobile du Mali, Ibrahim Maïga est un jeune Malien qui, après avoir passé plusieurs années au Canada, a décidé de rentrer au Mali pour lancer en 2016 la première société de taxi au Mali dénommée Taxi Plus VIP. Avec cette initiative, a-t-il pu faire bousculer les vieilles habitudes dans le secteur du taxi au Mali? Nous l'avons rencontré et suivez ce reportage. Un tronc d'arbre à peau durée dans l'eau ne se transformera jamais en crocodile. Le promoteur de la société Taxi Plus VIP a certainement compris le sens de cette sagesse malienne. Ibrahima Maïga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, après avoir passé une dizaine d'années au Canada, a décidé de rentrer au Mali. J'ai beaucoup travaillé pendant une dizaine d'années au Canada. À la suite duquel j'ai décidé de faire un retour vers le Mali pour venir investir au Mali. Donc c'était dans le domaine du transport. Il y a de cela à peu près 3 ans. Personnellement, les choses allaient très bien et puis j'avais un très bon revenu. Mais comme le goût de l'entrepreneuriat m'a poussé vers le pays, j'ai pensé au lieu d'investir dans l'entrepreneuriat dans un pays d'accueil, il faudra le faire chez soi. Donc raison pour laquelle j'ai décidé de revenir au pays pour investir. Une fois rentré au pays, c'est désormais ex-malien de la diaspora se fait remarquer depuis 2016 dans le secteur des transports. C'est un domaine qui demande beaucoup d'amélioration parce que mon objectif n'était pas seulement de revenir, d'investir, mais seulement aussi de participer dans un domaine qui a besoin vraiment d'amélioration où la qualité reste à désirer. Donc c'est quand je suis venu, j'ai vu que vraiment ce domaine a besoin d'innovation, de développement, d'amélioration. Donc j'ai décidé de m'investir dans ce domaine et d'apporter mon savoir-faire dans ce domaine-là parce que quand même j'ai eu quelques expériences dans ce domaine-là au Canada. Taxi Plus VIP est une société, on va dire, qui est la mieux structurée dans tout le Mali parce que c'est la seule société qui est constituée en société où on a plusieurs taxis. À la demande de nos clients, on leur fournit des services de transport personnalisés. Nous travaillons avec les ONG, avec les entreprises privées avec lesquelles on fait de la location, on transporte l'air personnel de l'aéroport à Bamako. Donc en réalité, c'est une société qui est là et qui aujourd'hui dans le domaine du taxi, c'est quand même la seule qui a la plus grande flotte et aussi qui est mieux structurée avec tout le service qui vient avec, quoi. Au début, quand on s'est lancé, on a commencé avec 10 taxis. Aujourd'hui, on est à 78. Les 10 taxis, c'était en mars 2016. Ouais, on a lancé les activités précisément en mars 2016 et aujourd'hui on est dans les 75 taxis. Avec Taxi Plus VIP, Ibrahima Maïga a le sentiment d'avoir inscrit le Mali sur la voie de la révolution du secteur de taxi à l'instar des pays développés. On va dire que quand on arrivait ici, personne, comme les gens voyaient, on ne faisait pas des Toyota des taxis. Mais aujourd'hui, on voit aujourd'hui qu'il y a des Toyota qui sont taxis.
Et c'est comme taxi, voilà. Mais ça c'était avant que moi je n'arrive, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on utilise les véhicules neufs comme taxi. Contrairement au passé, les gens pensent que ça ne valait pas la peine de le faire. C'est des Mercedes 190, la majorité. Donc on a fait quand même ce changement de mentalité au niveau des chauffeurs pour qu'ils sachent qu'on peut innover dans ce domaine. On a besoin aussi de l'appui du gouvernement pour les amener vers ça. Parce qu'il faut que vraiment qu'on sache qu'aujourd'hui les taxis, ce n'est pas seulement des 190. Il faut aller vers des nouveaux taxis. Comme aujourd'hui le Sénégal est en train de le faire, comme la Côte d'Ivoire est en train de le faire. Mais toujours, le Mali reste toujours en marche par rapport à ce domaine. Mais une seule personne ne peut pas le faire. Nous, Taxi Plus seulement ne peut pas le faire. On a besoin d'un appui gouvernemental, de l'appui de tout le monde. Nous, en réalité, on n'a pas changé le mode de fonctionnement du taxi. On a changé notre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que nous, on est en société interne, la gestion elle est très différente. Mais quant aux clients, les clients ont toujours le même service. En empruntant nos taxis, il a le même service que les autres taxis. Et le prix n'est pas différent des autres taxis. Déjà, les clients qui empruntent beaucoup les taxis vont voir tout de suite la différence. Quand on voit un Taxi Plus depuis à distance, on sait que ça c'est Taxi Plus VIP. Et nous, on a un centre d'appel aussi qui est là. Que les gens peuvent appeler n'importe quelle heure quand ils ont besoin de taxi. Un numéro qui est là, qui fait qu'on a aussi un site web, on est sur Facebook. Quand on a besoin de taxis, vous nous avertissez et vous programmez, on va vous envoyer un taxi à domicile ou au service. Donc le service est différent. Il n'est nulle part ailleurs aujourd'hui au Mali. Nous sommes les seuls à offrir ce service-là. Nous allons vers le client. Voilà. Nous, on donne des formations aux chauffeurs et on les sélectionne sur la base de plusieurs critères. Ils doivent déposer un dossier ici, ils passent par une entrevue et puis après on les forme sur nos modalités, nos conditions de fonctionnement. Et aussi le code de la route, aussi le savoir, le comportement sur la route, on les apprend tout ça. Ibrahima Maïga regrette-t-il son choix de rentrer au Mali? Non, jamais. Même si ça à refaire demain, je vais le refaire. C'est une fierté aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, Taxi Plus emploie plus de 120 employés. On a plus de 120 employés. Donc, en 3 ans, vous voyez que quand même, on a contribué quand même à la réduction du chômage, aussi peu que ça soit. Une entreprise, une nouvelle entreprise qui emploie 120 quand même, c'est beaucoup, vous comprenez. Donc, et ça sans le soutien de qui que ce soit. On veut le soutien du gouvernement, on veut que le gouvernement nous épaule par rapport à tout ça. Mais nous, on ne va pas abandonner, on continuera à se battre et on va aussi imposer notre marque, Inch'Allah, dans le domaine du transport. Au Mali, il y a trop d'opportunités au Mali. Il y a trop d'opportunités au Mali. Et aujourd'hui, ce sont les bras vaillants de la diaspora qui peuvent revenir pour relever ces défis-là. Si nous, on ne le fait pas, d'autres vont le faire. Et ces gens qui vont le faire, ils vont nous imposer leur idéologie, ils vont nous imposer leur façon de faire. Donc, il faut venir se battre, traîner dans la boue, se relever et continuer. Et c'est à nous de développer ces pays-là. On a eu la chance d'aller à l'étranger, on a eu la chance d'aller apprendre d'autres choses qui ne sont pas chez nous. Et il faut revenir pour transmettre ça vraiment au pays et contribuer vraiment au développement socio-économique du Mali. Il est à noter que depuis 2017, M. Ibrahima Maïga préside les destinées de l'Union nationale des transporteurs et chauffeurs de taxi du Mali. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne dispose désormais d'un bureau fédéral aux États-Unis. La mise en place de ce bureau a eu lieu ce 3 août 2019 à Washington en présence du président international du CSDM. Il s'agit bien sûr de Mohamed Cherif Aïdara. Suivons plutôt ce reportage. Ce 3 août 2019, ici à Washington DC, les Maliens de la diaspora de 50 États des États-Unis s'étaient donné rendez-vous autour de cette cérémonie
dont l'objectif était de mettre en place le bureau fédéral du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Après des consultations dans un cadre convivial et fraternel, c'est finalement Fatoumata Diarra qui a été élue par ses camarades pour présider le bureau fédéral à Washington. Je suis très honorée aujourd'hui à propos de ma nomination, qui a même été une surprise pour moi. Et je remercie vraiment M. Aïdara et toute l'équipe de m'avoir choisi comme présidente aujourd'hui. Et je pense qu'on pourra, dans les jours à venir, mieux servir la diaspora malienne. C'est un président du Bureau international du Conseil supérieur de la diaspora malienne, fier de l'entente et la cohésion qui ont prévalu au cours de la mise en place de ce bureau fédéral à Washington, qui s'exprime ici. L'idée est venue du bureau du CSDM dans les différents États de se réunir et faire un seul bureau fédéral qui regroupe l'ensemble des présidents des États. Et cela est extrêmement important. Quand un État dépend de ce que les autres pensent de lui, doit faire attention à son image. La diaspora malienne aux États-Unis peut jouer un rôle très important, un rôle dans le sens de sensibiliser le pouvoir public ici. Nous sommes une société civile, le CSDM est premier secrétaire chargé de l'immigration et de la société civile malienne, en réunissant l'ensemble de ces présidents des États, créant un bureau fédéral à Washington pourrait aider à mieux passer les messages avec les autorités à Washington et aussi passer les messages aussi à nos compatriotes au pays. Nous, notre rôle, c'est représenter les 6 millions qui sont en dehors du Mali et qu'on les passe les messages du président de la République, qu'ils comprennent que ce dialogue est indispensable pour faire avancer le Mali. Au-delà des critiques et des interpellations, le président du CSDM a aussi rappelé qu'il entend désormais inscrire dans ses priorités l'élection à l'Assemblée nationale du Mali des députés issus des Maliens établis à l'extérieur. Il est à rappeler que cette cérémonie a été sanctionnée par une visite de courtoisie du président du CSDM et sa délégation aux représentants de l'État du Mali à Washington, suivi d'un déjeuner offert par la présidente d'honneur Adam Wologem. Et oui, nous l'avions annoncé, elle est avec nous, Fatou Sen, promotrice du restaurant Yankadi de chez Fatou à Montreuil en France. Bonjour, bonsoir Fatou Sen, merci d'être venue au Mali. Et merci à vous de m'avoir invité à la télé Renouveau. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui au nom de la diaspora. Et nous l'avions dit, effectivement, vous faites de la restauration à Montreuil, en France. Est-ce que vous pouvez revenir un peu comment vous avez lancé déjà ce restaurant, une Malienne qui se retrouve à Montreuil, en France, et qui quand même puisse lancer un restaurant d'une telle réputation? D'accord. Est-ce que ce restaurant-là a une histoire? Ah oui, ce restaurant Yankadi a une histoire. Et Yankadi a une histoire très profonde. En commençant déjà à ma jeunesse, j'étais une petite fille en ce moment qui aimait faire mes petites cuisines. Déjà au Mali ou? Déjà au Mali quand j'étais très jeune. Et j'avais une belle-sœur qui me dorlotait beaucoup parce que j'ai pas eu affaire. J'étais à un âge où j'ai pas eu affaire avec ma maman dans la cuisine, mais avec la femme de l'aîné de ma maman. Et elle me donnait des petits condiments, je les conditionnais toute petite. Et donc quand je me suis rendue en France, j'ai eu l'occasion, ou bien j'ai cherché l'occasion d'être à Montreuil, de pouvoir m'installer à Montreuil. Sinon, à l'arrivée en France, ça fait plus d'un quart de siècle, je me suis d'abord installée dans les 77. Dans les 77, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Et on était vraiment minime dans les 70. Donc pourquoi le choix de Montreuil déjà? Le choix de Montreuil parce que je me suis renseignée et j'avais des projets dans la tête. Je ne suis pas partie en France pour rien. Je ne suis pas partie que pour moi. Je suis partie parce que je voulais valoriser des choses, remonter des images qu'on voyait ici et puis relever des défis. Et Dieu m'a donné l'occasion quand même de partir par le biais du mariage.
Et donc, arrivé là-bas, j'ai habité à un quartier, comme je vous dis, dans le 77, qui est trop français. Et je me suis renseignée, je me dis que la population africaine qui est là, et il se trouve où? Et étant à Paris, j'ai téléphoné une amie en Angleterre qui m'a informé que est-ce que tu connais le quartier Montreuil? J'ai dit oui, j'ai entendu parler de Montreuil. C'est là-bas même que je cherche. Et c'est elle qui m'a dirigée vers Montreuil. Elle me dit, Fatou, toi, tu es bien à Montreuil. Moi, je te connais. Et là où tu es, c'est vrai que tu dois être pas bien. Tu dois être mal. Trouve une solution de t'approcher à cette population qui est la diaspora malienne ou la diaspora africaine. Okay. Pour revenir à ma première question, est-ce qu'il a été difficile pour vous de lancer ces restaurants-là à Montreuil? Le plan administratif? Oui, est difficile. Je peux dire que c'est même très difficile. C'est-à-dire que ce n'est pas le Mali, ce n'est pas l'Afrique, c'est un autre continent qu'un Africain est parti s'installer et qui veut faire comme ce que ils ont fait. Donc, ce n'est pas facile. Parce qu'en général, ça, c'est pas dans notre... Peut-être c'est dans les esprits de tout le monde d'aller en France, d'aller travailler. Mais se prendre en charge, créer une entreprise n'est pas en général l'esprit de nous, les Africains ou les Maliens notamment. Donc moi, je me disais qu'il faut quand même essayer de changer l'image de cette diaspora. Il ne faut pas qu'on reste entre les pelles et le balai. Voilà, c'est bien parce que ça nous aide à nourrir notre... Rester toujours dans les petits métiers, voilà, au lieu de prendre le risque de lancer sa propre entreprise. J'ai toujours été très ambitieuse et je me dis que moi je vais me lancer dans quelque chose, mais dans quoi? Rapidement dans la restauration, parce que je vais effacer une image, je vais valoriser un produit qui est la gastronomie africaine et je vais valoriser l'image des Africains en général, de montrer, même si ce n'est pas la France, c'est vaste. Et puis, je vais aussi relever un défi qui est un défi de voisinage, le vivre ensemble. Donc, c'est ces trois raisons qui m'ont poussé à chercher le chemin d'aller m'installer à Montreuil, qui n'a pas été aussi facile, mais je suis arrivée à le faire. Vous avez bien dit, ça n'a pas été aussi facile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans ce projet-là? Oui, parce que oui, au niveau du projet, c'est toujours pas facile. Si je dis que j'ai eu les difficultés que j'ai eues au Mali ici, quand on est au Mali ici, la location est facile, les projets, tu n'as pas besoin d'aller de faire un business plan, d'aller présenter et qu'il y ait des commissions dessus, que la commission valide, que trouver un local est facile ici, les prix sont abordables, vous voyez ce que je veux dire. Et en France, même si tu as de l'argent, tu peux ne pas pouvoir t'installer au niveau de l'entreprise ou du commerce, même si on est riche. Et on peut aussi être pauvre et pouvoir s'installer quand l'intelligence travaille mieux. Et c'est une question de capacité, une question de gérance qui n'est pas facile. Et parce que c'est une des raisons simplement qu'on n'est pas nombreux au niveau de la création ou de la création palpable. Parce que maintenant, il y a l'entreprise qu'on peut créer, être chez nous ou dans un petit endroit ou mettre les marchandises dans les sacs. Mais une entreprise exposée palpable, ce n'est pas facile parce qu'il y a une loi qui est là, qui n'est pas facile quand même à laisser le chemin pour passer pour un étranger facilement. Justement, est-ce que ça a été facile pour, en tout cas, une Africaine comme vous, j'allais dire une Malienne, à pouvoir quand même brandir ou, si vous voulez, brûler les étapes de la création d'une entreprise en France? Je les ai quand même brûlés. Et il fallait qu'on les brûle. Parce qu'on vit là-bas, quand on s'installe là-bas, on devient des réfugiés, des résidents, des nationalités françaises, on fait la famille, on fonde des familles là-bas. Nos enfants encore en train de fonder des familles, on ne sait même pas quand on retourne. Donc c'est ça qu'il faut mettre dans la tête, qu'il faut se dire que moi, je peux faire comme eux, ou je peux donner un exemple pour pouvoir encourager les autres. Donc il faut foncer, il faut forcer, il faut foncer la porte pour passer. Moi, en fait, j'ai foncé la porte. Me connaissant, tout le monde sait que je peux foncer une porte.
Moi, j'ai eu la chance de visiter ce restaurant à Montreuil. Je sais que ce n'est pas un petit restaurant, c'est un restaurant réputé dans cette ville. Et quelle a été finalement la force de Fatou réellement pour, en tout cas, relever ces défis qui n'étaient pas forcément... D'accord. La force de Fatou, c'est le courage. Et le courage, et puis le courage, c'est très important dans la création d'une entreprise. Parce qu'une entreprise, on initie, on imagine. Ça quitte dans l'imagination, ça devient une feuille, une écriture. Et ça dépasse une feuille, ça devient un bouquin. Et après, derrière le bouquin, il y a des financements. Alors, le financement, quand on l'a, on n'a pas l'espace. Et l'espace, quand on l'a, on n'a pas les employés. Vous imaginez, c'est tout un tas de tralala qu'il faut... Donc, quand on n'est pas courageux et ambitieux, on risque de stopper à un moment donné. Et quand on s'installe, il y a l'administration qui est là pour le contrôle. Donc voilà, ça se suit comme ça. Donc c'est que le courage et puis l'esprit d'équipe et l'ouverture qui m'a amené à pouvoir, parce que je me disais que quand moi j'ouvre une entreprise, au minimum je peux employer 10 personnes. Et même si les 10 ne sont pas maliens ou africains, au moins 7 sera africain. Justement, j'allais en venir. Qui sont déjà les personnes que vous employez dans votre entreprise? Bon, c'est divers. En majorité? Bon, ça, c'est pas trop important pour moi que ce soit malien en majorité. Et si c'est africain, déjà, c'est bien. Bon, après, comme connaissant Fatou, effectivement, la majorité est malienne. Sinon, j'ai pakistanais, vous l'avez vu là-bas au restaurant. J'ai eu à embaucher des Sénégalais, des Guinéens et des Ivoiriens, effectivement, mais la majorité est malienne. Et le menu du restaurant de Fatou? Le menu est africain. Le menu est africain pour quelles raisons? Je vous ai dit que c'est fait pour relever un défi. En fait, les restaurants africains, il n'y a pas beaucoup. Il y en a, ça existe peut-être même en nom, mais ça n'existe pas en vrai. Ce que je veux dire, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Et donc, ce qui fait que moi, je ne peux pas dire spécialement que le restaurant est malien. Parce que si on fait ça, ce n'est pas bon. Parce qu'on vit dans l'Occident. En fait, si on veut valoriser, il faut qu'on valorise les produits en général. Bon, la spécialité malienne, il y en a beaucoup parce que je suis malienne. Mais là, le restaurant est resté africain parce qu'il faut promouvoir toutes les gastronomies africaines. Est-ce qu'on doit comprendre que vos clients sont aussi en majorité africains? Et les clients ne sont pas en majorité africaine, malheureusement. Et les clients sont... 90% de la clientèle est française. Parce qu'ils sont curieux de découvrir le plat africain, la gastronomie africaine. Exactement, c'est là d'où on vient. J'ai dit que je fait pour relever un défi et le vivre ensemble. Et nous sommes des Africains. Et si on prépare le mafé, en général, notre spécialité, c'est mafé, nadi, to. Et si on le prépare à la maison, les maisons sont trop petites. Comme les maisons sont trop petites, eh bien, l'odeur reste en général, l'odeur qui se répète tous les jours, ça reste. Et les voisins français, ils m'aiment bien, ils ne sont pas racistes, mais des passages, l'odeur qu'ils ne connaissent pas, ils le sentent désagréable. On dit une odeur, mais en ce moment-là. Et chez lui, les voisins, il fait des choucroutes, il mange le fromage, ça sent mauvais, moi, de passage, je le sens. Ça sent mauvais, mais je sais que c'est le fromage que lui, il est en train de manger et c'est les choucroutes qu'il est en train de préparer chez eux. Mais ce qui a été le problème entre nous, qui m'a poussé à valoriser cette gastronomie, est que chez moi, les voisins français ne savent pas qu'est-ce que je suis en train de préparer. Ils ne savent pas ce que nous mangeons. Ils entendent, mais ils ne savaient pas. Et il y en a qui n'entendent même pas, ils sont voisins. Donc ça amène des difficultés. On dit chez Fatou, ça sent mauvais. Chez Mamadou, ça sent mauvais. Chez Kadi, ça sent mauvais. Chez Amadou, vous savez, tandis que ce n'est pas une odeur, c'est une saveur. Donc, amener l'odeur à une saveur qui m'a poussé vraiment à 60% de pouvoir exposer ces produits dehors, même avant le restaurant. Fatou, nous savons depuis quelques jours, vous êtes à Bamako, vous avez fait le tour un peu de la ville, peut-être le tour de certains restaurants. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a tout à faire dans ce secteur-là au Mali? Il y a beaucoup.
Il y a beaucoup à faire dans ce secteur. Et au Mali, moi je félicite les dames au Mali ou à la diaspora. Et avant de quitter le Mali à la diaspora, j'ai vu des grandes dames battantes. Si je dis des grandes dames, pas de taille, pas de moyens, mais qui ont des savoir-faire dans leurs mains, qui tournent autour de moi et que j'essaye de les aider à faire comme moi, à créer comme moi. C'est des gens à soutenir, à aider et à promouvoir, à les diriger. Donc ça, c'est mon travail déjà là-bas. Je fais un travail de cuisinière, de chef cuisinière, de promotrice des restaurants, mais je fais aussi un grand boulot qui est conseillère dans ce sens et même des formations. Parce que j'ai pendant mes 5 ans ou 12 ans de traiteur, parce que ça fait 12 ans que je suis traiteur, mais ça fait 5 ans et demi que j'ai un restaurant. Et pendant cette période, j'ai vécu des étapes quand même de balance, de montée et de descente. Et donc, si le courage n'est pas là et que l'ambition, je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon ambition, c'est difficile. Donc, arriver aux femmes du Mali, je les apprécie beaucoup parce que je suis malienne, j'ai quitté ici. Et je connais la vie, je fais des va-et-vient et j'ai compris qu'elles sont très, très, très courageuses et au niveau de la restauration, elles ont fait des grands pas, mais il faut quand même beaucoup d'efforts. Justement, au-delà des efforts que vous leur créditez, est-ce que vous avez des projets qui pouvant vous permettre en tout cas de partager votre expérience avec ces femmes courageuses-là? Oui, moi j'ai des projets. Si le temps nous permet et que Dieu me donne la chance et que aussi je sois écoutée et soutenue, et je pense quand même aider vraiment au niveau de la restauration. C'est ça qui est mon but même. Parce que la restauration, c'est pas que faire la cuisine. Avant de faire la cuisine, ça vient d'abord au niveau de l'agriculture. L'agriculture qui est les denrées sont après transformées et c'est cette transformation. Nous, on est la fin, quoi. En fait, du début de celui qui cultive et celle qui le met à l'état. Et après, ça arrive à la préparation. Après, bon, moi, je suis à l'avant-dernier parce qu'il y en a d'autres qui vont le manger quand c'est préparé. Donc, voilà, c'est une chaîne qui est là. En fait, quand on veut... moi, j'ai un projet quand même du début jusqu'à arriver à mon stade qui est la cuisine. Et ça demande beaucoup de choses parce que ici il y a un grand problème d'hygiène qui est quand même à voir très sérieusement. L'hygiène n'est pas que les poussières, la saleté et tout ça. L'hygiène déjà c'est le conditionnement de l'aliment. Le conditionnement de l'aliment, les dosages et tout ça, c'est très important et ça nous manque beaucoup et qu'ici je ne vois pas du tout une solution pour le moment. Et de pouvoir y remédier à ça. Et si on n'arrive pas à remédier à ça, depuis l'agriculture, les engrais, les choses sont ça contient trop d'engrais. Après, arriver à la préparation, les doses sont trop élevées d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça fait que ça m'inquiète dans ce sens, qui est déjà bien avant l'installation des entreprises ou d'aider les gens à faire le travail que je souhaite les soutenir, qui est la restauration. Une succursale de restaurant Yankadi de chez Fatou à Bamako, est-ce que c'est imaginable? C'est déjà imaginé. C'est en phase de projet ou... Oui, c'est en phase du projet. D'accord. Nous allons parler maintenant des Maliens de la diaspora de façon générale. Quelles sont les difficultés auxquelles les Maliens de la diaspora sont confrontés là où ils sont? Nous, on est confrontés parce que, en fait, vous allez m'excuser, peut-être que je vais revenir un peu ici, parce que le problème que les Maliens de la diaspora sont confrontés, c'est le problème qui se pose actuellement dans notre pays. En fait, nous sommes une chaîne, la diaspora malienne. Je vais prendre l'exemple sur la France où je vis. Bien vrai que je suis un peu au courant des autres pays. Et la France est le cœur de l'événement. La diaspora malienne qui vit là-bas, nous sommes un réseau très costaud. Que nous avons vraiment fait beaucoup face aux problèmes de notre pays, depuis pas aujourd'hui. Donc nous sommes connectés.
Donc tout ce qui se passe ici, en général, nous, ça répercute sur nous automatiquement. Parce que c'est nous qui faisons vivre jusqu'à un niveau le pays. Et voilà, donc quand ça ne va pas en famille, c'est la diaspora qui envoie de l'argent. Voilà, toute personne, avant, il y a un moment qui envoyait 100 € à sa famille, maintenant est à presque 250 €. Et nous, nos payes ne sont pas, vous comprenez, les payes ne montent pas autant là-bas, mais tu es obligé de faire face parce que tu es parti pour aider ta famille. Nous partons à l'étranger pour chercher et venir aider notre famille, de loin ou de près. Cet effort-là, est-ce que vous pensez que le pays est reconnaissant sur ce plan? Je vois que votre écharpe porte les couleurs du vert jaune rouge. Déjà, ça montre votre degré d'amour envers votre pays. Oui. Les démarches administratives pour avoir les cartes de séjour, par exemple, est-ce qu'elles sont... Bon, ça commence petit à petit à s'améliorer. Le pays néglige un peu quand même la diaspora. Il faut que ça, on essaye de trouver une solution pour quand même essayer d'aller plus rapidement. En fait, c'est lent. Nous vivons dans des pays où c'est la vie, le temps, c'est de l'argent, tout est rapide. Bon, il faut qu'ils prennent notre besoin en charge. Il faut que l'administration s'intéresse parce qu'on a eu ces derniers moments beaucoup de difficultés depuis le problème des cartes Nina. Donc, ce qui fait que beaucoup d'emplois ont été quand même résiliés et les gens ne travaillent pas beaucoup. Moi, je le sens parce que je suis dans un restaurant. Et plus c'est difficile, les mariages, il y a eu trop de divorces parce que si la carte de séjour n'est pas là, le boulot est résilié, le logement est retiré, la femme se trouve de l'autre côté, et monsieur est de l'autre côté, les enfants sont mal. Donc, vous pensez que les ambassades et les consulats sont interpellés à ce niveau? Oui, ils sont interpellés à ce niveau. Oui, il y a eu des périodes très difficiles. Bon, là, maintenant, les choses ont amélioré dans ce sens passeport. Mais jusqu'à présent, il y en a qui ne disposent pas de carte Nina. Donc, quand ils ne disposent pas de carte Nina, ils ne peuvent pas avoir de carte d'identité d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas facile. Et surtout ce n'est pas ce qui obtient maintenant, c'est ceux qui l'ont perdu déjà, que leurs vies sont en danger, qu'il faut qu'on trouve une solution, et je ne sais pas, en faisant une campagne ou en essayant de les rejoindre ensemble pour pouvoir trouver une solution à leur cas, mais il y a des cas. Il y a des cas et puis encore il y a des cas qui sont en train d'arriver. Et voilà, donc le groupe de jeunes qui sont en train d'arriver tous les jours, je peux le dire en haute voix, moi je reçois une quantité d'enfants que je donne à manger, que je m'occupe de eux et qui changent régulièrement. Ce n'est pas les mêmes qui viennent, quoi. Ok, peut-être une dernière question avant de clore ce chapitre. Un message à l'endroit de ces milliers de jeunes qui veulent en tout cas emprunter la voie, si vous voulez, de la migration parce qu'ils pensent que c'est de l'autre côté. Et ces milliers de Maliens de la diaspora aussi qui hésitent à venir investir au Mali, un message pour eux. Et les jeunes qui sont tentés par la diaspora, et ils ont leurs raisons. Et si ça ne va pas jusqu'à un niveau, on est obligé de prendre bagage. On ne part pas parce qu'on ne va pas en France, hein. On va parce qu'on veut quitter. On veut aller chercher à manger. Fuir la misère. Fuir la misère. Et on va après tomber dans d'autres misères qui est différente de l'autre. Mais en quittant, en fait, pour freiner ça, il faut que là où ils vont et d'où ils viennent, il faut qu'ils font un compromis et de travailler ensemble très rapidement sur ça. Sinon, là où ils vont, ils ont le droit d'aller. Parce qu'ils voient que... C'est-à-dire que Quand vous voyez les bâtons couler dans la Méditerranée avec les Africains... Ça, c'est difficile. Ça vous donne des larmes aux yeux? Oui, ça donne des larmes aux yeux. Bon, après, ce n'est pas tout le monde qui coule. C'est dur, hein. Moi je ne vais pas faire comme les autres, hein, dire qu'il ne faut pas partir parce que... Mais ils partent parce que ça ne va pas. Mais mon frère, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas de l'autre côté, mais ça ne va pas ici jusqu'à un niveau. Donc, il faut qu'ils s'intéressent. Et comment ils quittent ici? Ces jeunes-là, ils vont par où? Ils ne marchent pas jusque là-bas. Il y a un chemin, il y a des chemins qu'ils apprennent quand même pour partir. Donc, il faut qu'ils trouvent une solution et déjà de les arrêter depuis ici et de les trouver, de les faire occuper. Occuper un jeune, en fait, c'est la priorité d'un pays.
l'âge que je vois là-bas maintenant, c'est des âges de 14 ans. Et comment un 14 ans, il va se rendre là-bas seul? C'est que ça ne va pas. C'est qu'il y a des problèmes. Ça ne va pas là-bas aussi, je vais le dire. J'ai expliqué mon cas. Moi, j'ai eu des étapes de haut et bas. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi. Je peux dire que ça va, plus ou moins. J'ai quand même réussi à faire quelque chose qui montre la bonne image des Maliens et qui a créé des emplois pour quelques Maliens, en commençant par moi-même. Et j'ai même un de mes enfants qui est employé chez moi. Et voilà, donc ce qui fait que, voilà, et dans ce sens, il faut créer une solution pour les retenir. Et cette solution, c'est le boulot, c'est la formation, c'est l'école. Et voilà, pour cette petite jeunesse qui s'en va. Et à vous maintenant, vous, diaspora malienne, nous, diaspora, nous comptons venir chez nous travailler. Pas pour s'installer, mais on est en train d'encourager. Les jeunes sont déjà encouragés. Nos enfants sont motivés, encouragés, ils aiment bien le pays, ils ont des projets. Mais le chemin n'est pas facile. Ça, moi, 20 000 personnes ont dit ça avant moi, c'est toujours la même chose. Quand tu viens, tu te débrouilles seul. Quand tu n'as pas de famille qui t'aide, après, c'est chaud. Bon, après, les jeunes sont en train de se mettre en association et que les conseils des Maliens de la diaspora qui est passé ces derniers moments, Conseil supérieur des Maliens de la diaspora, il a rencontré en tout cas une bonne partie de la jeunesse et il est en train de les diriger vers le projet. Voilà, donc si ils sont bien soutenus aussi, ça peut aussi aider nos enfants à faire beaucoup de choses ici avec les moyens qu'ils ont. Ok, merci d'être passé. C'est à moi de vous remercier. C'est sur cet entretien avec Fatou Sène, promotrice du restaurant Yankadi de chez Fatou, qui met un terme à cette émission Diaspora Info. Merci à vous de nous avoir suivis et au prochain numéro.